C'est ici, en humant les odeurs âcres de ce port, que j'ai commencé à sentir le pouls de l'Amazone. Fasciné par cette artère vitale, je souhaite maintenant le remonter, prendre le contre-pied de Francisco de Orellana qui, accompagné d'une poignée de conquistadors mal rasés, le descendit en d'autres temps. J'ai appris ici que Belém, cette ville d'1,7 million d'habitants, avait été fondée au XVIIe siècle par des Portugais avides de lui donner rapidement une importance commerciale. Ils eurent raison car le boom du caoutchouc fit bientôt sa richesse. Je souhaite me retrouver sur ce fleuve pour, sans attendre, m'enfoncer dans les profondeurs des terres qui l'arrosent. Un interprète recruté à la hâte doit m'aider dans la négociation de ce départ tant attendu. Bah non, il n'y a pas de bateau, mardi, donc il y a bateau seulement vendredi soir. C'est ok? Então, tira a passagem para mim para quinta-feira então. Tá? É melhor aqui, não tem, né? J'ai malgré moi 2 jours à patienter, 2 longues journées que je dois combler. On m'avait parlé de Maraju, une île grande comme le Danemark, située au cœur de l'embouchure du fleuve. Et c'est comme cela que je me suis retrouvé au petit matin sur le quai 37, prêt à embarquer sur le San Francisco, mon premier bateau local. Accoudé sur le pont supérieur, je prends conscience de la mesure, ou plutôt de la démesure de l'immensité de ce fleuve. Surtout que nous sommes à plus de 100 km de l'Atlantique, lieu où ce grand serpent mer des hommes, comme le surnomment les Indiens, ira finir sa course. Je suis tenté, un court instant, d'humer la brise à la proue du bateau. Mais je me rends vite compte qu'un vent parfois violent, venant du large, accentue fortement le balancement de cette frêle embarcation. Un qualificatif certes inapproprié pour ce navire, mais l'immensité du fleuve est telle qu'elle bouscule toutes mes références d'échelle. Cela ne fait que quelques mois que je commande ce bateau, mais ne t'inquiète pas. Cela fait plusieurs années que je navigue sur l'embouchure. Sur cette ligne, nous n'avons pas trop de problèmes. Et le souci de cette saison, celle des basses pluies, c'est le vent venant de l'océan qui peut être gênant. Il amène parfois de très hautes vagues, comme si nous étions en pleine mer. C'est un bateau qui a peu de tirants, donc dans ces moments-là, ça bouge beaucoup. Par contre, en pleine saison des pluies, peu de vent, mais les fortes précipitations altèrent énormément la visibilité. Il nous aura fallu à peine plus de 3 heures pour rejoindre le bouchon. Je dis bouchon car Maraju est le raccourci de Embarayo, qui en indien Majoara veut effectivement dire bouchon. Les habitants originels de l'île pensaient que cette terre avait été placée ici par une entité divine afin d'éviter que le fleuve ne se vide pleinement dans l'océan. Le bus, qui nous fait parcourir les 37 km de l'embarcadère à Souray, doit prendre un bac pour traverser un fleuve intérieur et rejoindre cette ville de 29 000 habitants. Je me rends vite compte que Souray, considérée comme la capitale de l'île, ressemble à une petite cité balnéaire où il fait bon vivre. Une impression de Côte d'Azur sous les tropiques qui posséderait une sérénité à toute épreuve. L'effervescence du jour me fait entreapercevoir ce que sera dimanche la procession de Notre-Dame de Nazareth, la sainte patronne de la ville. La ferveur de cette préparation enfantine me fait regretter de ne pas être là dimanche. Je serai quelque part entre Belém et Manaus.
Mais le plus surprenant sur l'île de Marajo, c'est le buffle. On prétend que les buffles arrivèrent ici par accident en 1870, lorsqu'un navire qui les transportait vers la Guyane fit naufrage. Aujourd'hui, sa présence est envahissante, on en trouve partout, le moindre trou d'eau et ils sont là, vautrés tels des hippopotames. Avec la pêche, ils sont l'épine dorsale de l'économie locale. Et aujourd'hui, on en dénombre près d'1 million, alors que l'île ne compte que quelques 385 000 habitants. Et ces derniers en ont d'ailleurs fait leur symbole, mais pas seulement cela. L'utilisation du buffle n'a sur cette île aucune limite. Marajo est le seul endroit au monde à disposer d'une police montée sur buffle. Eu sou o Cabo Chagas, do 8º Batalhão, auxiliar de veterinário J'appartiens responsável depuis 3 ans à ce bataillon. do Marajó. En plus d'être policier, je suis également vétérinaire. C'est dire si je connais bien les animaux, et en particulier les buffles. On utilise les buffles pour patrouiller depuis 1910, parce que le climat de l'île, c'est 6 mois secs, et surtout 6 mois de pluie intense. Et pendant cette saison des pluies, l'île est complètement inondée. Il est alors très difficile de se déplacer. Le seul moyen de transport efficace en cette période, c'est le buffle d'eau. Il surpasse tous les véhicules et même le cheval, parce qu'il passe partout. Ici, d'ailleurs, on l'appelle le 4x4 sur pattes. J'abandonne mes policiers et leurs étranges montures. On m'a parlé d'une posada, sorte de gîte rural tenu par un Français. Et il me reste une journée à tuer sur l'île. Il me faut quelques idées pour la combler. Thierry, le propriétaire des lieux, vit ici depuis 3 ans. Il sera certainement de bons conseils. Ça va? Oui, ça va. T'as avec des clients? Ah oui, non, je Non? manque un client. C'est Non? basse saison. Eh ben, ça tombe bien, tiens. Tu vas pouvoir l'emmener là en forêt. Il a besoin d'un guide. Tu es spécialiste d'ornithologie, toi, non? Oui, 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 je sais bien. Ça m'intéresse beaucoup. Et c'est comme ça que le lendemain, j'embarque sur une barcasse accompagné d'un guide francophone, spécialiste d'ornithologie, vers une destination inconnue. Je m'appelle Osvaldo, je suis le guide de tourisme de la région de Belém. Je travaille depuis 17 ans dans cette affaire. Donc là, on va monter le fleuve Paracawari, c'est un fleuve à l'intérieur de l'île, pour visiter une ferme d'élevage de buffles. Donc c'est l'économie de base de cette île. Encore des buffles. Décidément, difficile ici de s'en débarrasser. Mais sur le parcours, les paysages variés sont superbes. Surtout les raccourcis dans le Zinguarapé, ces petits canaux naturels ou artificiels qui créent un réseau de routes secondaires aquatiques par une sorte de maillage dans toute l'Amazonie. Voilà, c'est incroyable d'imaginer qu'à la fin du XVIIIe siècle, un seigneur latifon portugais a obligé ses esclaves à ouvrir un canal pour raccourcir le chemin et pour éviter des pertes de marchandises donc, quand ils prenaient le grand fleuve. Donc ils ont fait tout ce canal pour sortir plus loin, pour être plus protégés des grosses vagues. Il aura fallu 5 longues années pour creuser à la machette et à la pelle les 1800 mètres de ce bras de dérivation. À la ferme Saint-Jean, Anna, la patronne, est bien loin de cette surprenante histoire. On s'active ici à son quotidien, celui qui affiche la rentabilité de cette ferme de plusieurs milliers d'hectares. Estamos
Je termine le processus final d'une de nos activités artisanales importantes qui rentrent dans le développement économique de la ferme. Dans cette fazenda, comme dans bien d'autres, tout tourne autour du buffle. On extrait le lait pour fabriquer, comme tu le vois ici, des fromages de type mozzarella. Mais on n'élève pas seulement des buffles. Nous avons quelques petits chevaux et aussi des bœufs de la race Maylor. Sous des dehors champêtres et une impression parfois de légèreté, les fazendeiros n'en sont pas moins des gens concrets. Ils sont surtout hommes ou femmes d'affaires, ayant pour unique but la prospérité de leur exploitation. Leurs employés, les vaqueros, mènent quant à eux une existence très rude, et en particulier à la saison des pluies. Il leur arrive souvent de parcourir des kilomètres de bourbiers inondés à la recherche de buffles égarés. Viens, je vais te montrer notre petit musée. Tiens, surprenant un petit musée en ces lieux. Puis, après réflexion, pourquoi pas? Car la fazenda héberge aussi parfois quelques touristes qui veulent apprécier de plus près la vie des fazendeiros. Toutes ces pièces que nous avons réunies ici sont le fruit des trouvailles et des recherches qui ont été effectuées uniquement par ma famille. Certaines pièces datent de la période précolombienne, mais je n'ai pas le temps de m'attarder, à regret pourtant, car l'île de Marajo est le berceau de l'une des plus anciennes civilisations indigènes de l'Amazonie. Avant de quitter mes hôtes, j'honore la dégustation promise. Mais au fait, où est passé Osvaldo, mon accompagnateur? Je le retrouve un peu plus loin, à l'écart de la ferme. Il cultive sa passion en observant des ibis rouges. Il m'expliquera par la suite que Marajo est le seul endroit au Brésil où l'on peut en trouver. Je les regarde s'envoler. Il est temps pour moi de quitter l'île. J'ai un bateau à prendre demain pour Manaus. Je t'écris à nouveau pour te dire qu'enfin, je glisse sur l'Amazone en remontant le fleuve. Nous avons appareillé en fin d'après-midi de Belém, et les rives semblent maintenant lointaines, s'enfonçant dans le mystère de la nuit équatoriale qui tombe lentement. Tout est lent, tout est long, tout pourrait être aussi silencieux s'il n'y avait pas le bruit incessant des machines. Il nous faudra 5 jours et 5 nuits pour parcourir les quelques 1500 kilomètres qui séparent les deux plus grandes villes bordant le fleuve. Sur le Cisne Branco, nom du bateau qui veut dire cygne blanc, une centaine de personnes ont pris place à bord. Chacun timidement s'observe, chacun timidement observe, et les curiosités ne manquent pas. Difficile de se reposer en cette première nuit. Elle sera ponctuée d'arrêts où à chaque fois on embarque et débarque, ou à chaque fois on décharge pour recharger. Même le capitaine semble exténué et très peu, équipage ou passagers, pourront dormir ce premier soir. Au petit matin, nouvel arrêt, on observe toujours. Quelques dauphins d'eau douce viennent gentiment taquiner nos pupilles, et entre deux passages de bateau, nous avons même la chance, rare, d'en apercevoir un rose. Après s'être allégé de quelques marchandises, nous repartons, et je commence à comprendre ce que j'avais cru percevoir. L'Amazonien se déplace plus sur l'eau que sur la terre. Cette forêt n'aime pas les routes. Elle préfère ces pénétrantes naturelles que sont les Iguarapés, les rivières et les fleuves.
Difficile ici de la contredire car le réseau aquatique est tel que sur les 17 affluents principaux qui grossissent l'Amazone, certains font partie des 10 plus grands fleuves du monde. Sur le pont intermédiaire, celui des passagers, chacun s'est approprié un espace, restreint, certes, mais suffisamment conséquent pour appréhender les 5 jours et 4 nuits qu'il nous reste. Le hamac deviendra propice à la paresse, quoi de plus normal. Il sera le seul endroit personnel de chaque passager, car c'est dans ce simple bout de tissu que l'on essaiera, pendant ce voyage, d'enfermer son intimité. Si certains paraissent, ce n'est pas le cas du personnel de bord. En cuisine, on s'active depuis l'aube. Outre une quinzaine de membres composant l'équipage, il faudra aussi fournir les 2 repas quotidiens des passagers. Un travail parfois pénible, car la cuisine juxtapose la salle des machines et le bruit incessant et assourdissant en a découragé plus d'un. Sur le pont supérieur, celui de la passerelle de commandement, c'est plus calme. Tellement calme que le capitaine y lit tranquillement son journal. Il faut dire que ces marins, même d'eau douce, sont obligés de se ménager quelques instants pour eux. Ce bateau n'a pas d'équipage tournant et il effectue 4 à 5 allers-retours par mois. Une vie particulière où l'on passe son temps sur le fleuve. Un métier où l'on délaisse de fait sa famille. On est même obligé parfois, pour voir ses propres enfants, de prolonger les arrêts dans les ports où ils vivent. Je suis le capitaine de ce bateau. Cela fait 24 ans que je le commande. Comme tu as pu le constater, nos métiers et notre mission sur ce fleuve, sur l'Amazone, c'est de transporter des marchandises et des passagers. Je suis originaire de Santarém, le grand port intermédiaire entre Belém et Manaus. Toute ma famille vit aussi là-bas. En ce qui concerne la navigation, nous avons peu de problèmes. Quelques tempêtes parfois, mais certaines peuvent être violentes. Les passagers paniquent, alors nous sommes obligés de nous arrêter et de mouiller dans une crique. Mais en règle générale, c'est assez rare. On a peu de difficultés, et c'est même un bonheur de naviguer sur ce fleuve. Aujourd'hui, le temps est très clément. Alors, on s'organise pour le faire passer, et une partie de dominos avec enjeu ne peut que s'y prêter. Les dominos dans toute l'Amazonie sont faits en bois, une matière prédominante ici. Sur le fleuve, il n'est pas rare de croiser des barges chargées de rondins. En Amazonie, rien n'arrête la nature, sauf peut-être les tronçonneuses des forestiers. Certains pourraient penser que l'on s'ennuie sur ce bateau. Pour parodier la célèbre publicité d'une grande enseigne, je peux vous assurer qu'il y a ici peu de répit. Il s'y passe toujours quelque chose. J'en veux pour preuve ces petits piroguiers de l'Amazone. Ils s'amarrent comme des pirates à l'aide de crochets sur les bateaux lancés à pleine vitesse. Ces téméraires ont parfois à peine 5 ans, et le but de leur prouesse est de grappiller quelques deniers en vendant toutes sortes de marchandises aux passagers, souvent émerveillés par leur incroyable audace. Débarquer à Santarém vers 4 heures du matin est un véritable enchantement. C'est ainsi qu'il faudrait toujours pouvoir voyager. Les Grecs anciens avaient créé une divinité pour cet instant idéal.
elle répondait au nom de Kairos et stipulait que l'on devait arriver à l'aube dans tous les ports du monde. Pour moi, je souhaite savourer quelques instants de terre ferme, le bateau faisant escale une douzaine d'heures. J'en profite pour débarquer et observer l'effervescence d'un marché qui, sans précipitation aucune, alimente ses étals. L'heure matinale m'impose pour me tenir éveillé une surconsommation de café. C'est comme cela que je fais la connaissance de Tita, la tenancière de la seule buvette du lieu. Cela fait 3 ans que j'exerce ce métier, celui de tenir cette buvette sur ce marché. Avant, je travaillais pour l'administration du port. C'est très dur car ce marché est quotidien et je suis présente tous les jours de 3 heures du matin à 20 heures le soir. J'ai peu de temps pour moi, car dès que je rentre, je me couche et j'essaie de dormir un peu. Heureusement, mes enfants sont grands et mon mari, qui est pêcheur, se débrouille seul. Je laisse Tita à son éprouvant labeur. Il me reste un peu de temps à Santarém avant le départ du Cisne Branco. On m'a parlé d'un endroit idyllique à quelques 35 km de la ville. Je négocie sans trop discuter avec le premier taxi présent. Pour t'emmener à Alter do Chão, je te prends 55 €. Le déplacement sera une nouvelle prise de conscience dans cette Amazonie. À peine sortons-nous de la ville que la forêt s'étale de toute sa densité. Et au bout de la route, un endroit magique, Alter do Chão. On se sent loin de l'univers et l'on se demande à cet instant précis si ce lieu ne serait pas idéal pour se retirer du reste du monde. Jean-Jacques Rousseau aurait certainement prétendu que l'endroit était fait pour se cacher, pour fuir la sottise humaine. Il aurait certainement apprécié ce point de non-retour, cette sorte d'île pour naufragés heureux de l'être. Je suis fasciné par l'endroit. J'observe sans dire mot. Et j'apprécie la curieuse façon qu'ont de faire les gens du cru. J'ai à peine le temps d'embarquer avant l'appareillage. Chacun reprend ses marques à bord et avec moins de timidité que pour le premier départ. Il faut dire que ces voyages créent des liens d'amitié. C'est le cas de Marlène et de Sergio. Ils sont tous deux mariés et ont des enfants. Lui part faire le disc jockey à la frontière du Venezuela. Elle remonte à Manaus voir sa famille. Dès que le fleuve se rétrécit, les mêmes scènes d'accroche se succèdent. Sergio, lui, n'en a cure, trop passionné qu'il est de raconter à Marlène la nouvelle vie qu'il espère avoir. Un déchirement pourtant, car pendant plusieurs mois, il sera séparé de son épouse et de sa petite fille de 4 ans. Je subis tout à coup mon premier orage. Il arrive sans prévenir, mais j'ai quand même la chance d'être abrité et les scènes du fleuve me montrent que tout le monde ne peut en dire autant. Il pleut encore lorsque je découvre la ligne de partage des eaux entre le Rio Solimões et le Rio Negro. C'est la première chose qui me fait comprendre que la fin de ce voyage sur ce bateau est proche. La deuxième, c'est l'effervescence des passagers qui ont toute hâte, s'empressent de ranger leurs affaires. Moi, je ne suis pas pressé. Je ne veux rien rater des diverses surprises qui pourraient encore s'offrir à moi. Comme ces bateaux de guerre de la marine, qui sont amarrés à près de 1500 km de toute mer, de tout océan. Plus que quelques mètres avant de lancer les amarres. Après, tout se passe rapidement. Les passagers, dans une vitesse folle, s'extraient du bateau comme pour le fuir. J'ai à peine le temps d'entreapercevoir les au revoir de Marlène et Sergio. Je n'ai plus qu'à trouver un hôtel.
Un peu plus tard, j'observe d'un promontoire la ville qui s'étale sur la rive gauche du Rio Negro. Manaus semble flotter sur les souvenirs nostalgiques de sa splendeur passée, lorsqu'elle était considérée comme le Paris des tropiques, la cité dorée des milliardaires du caoutchouc. Aujourd'hui, avec son 1 500 000 habitants, elle tente en vain de faire revivre les fastes de sa belle époque. Rester ici ne m'intéresse guère. J'ai vu les gens du bord de l'eau de mon bateau. Maintenant le fleuve m'appelle et je veux voir les bateaux des lieux de vie de ces gens-là. Je navigue à nouveau sur les eaux de l'Amazone, qui prend à partir d'ici le nom de Solimões. 2 moteurs, 960 chevaux. Nous filons à plus de 50 km/h sur le fleuve. L'embarcation sur laquelle, avec quelques autres, j'ai pris place au petit matin est ici baptisée Bateau Rapide, un véritable BGV de l'Amazone. Rien à faire, sinon regarder la rive qui défile à toute vitesse, ou pourquoi pas la télévision, qui crache toute la série en DVD des Bruce Lee. Il nous faudra 12 heures pour rejoindre Tefé. Je pense y rester un peu. Ensuite, direction Fontiboa, et puis si Dieu veut, Tabatinga. En posant pied-à-terre à Tefé, un sentiment étrange m'envahit, une sorte d'oppression intense. Comme si, plus j'avançais sur ce fleuve, plus je rejetais toute vie moderne, toute grande ville. Non pas que celle-ci, avec ses 50 000 habitants, frise la démesure, mais déjà, je la trouve trop grande pour moi. Ma décision est prise. Demain, j'irai sur les Rios à la recherche d'un peu plus d'authenticité. Et cette authenticité, je la trouve pas très loin, chez les gens des rives que l'on appelle ici caboclos. Ils sont le fruit d'un mélange entre Européens et Indiens. Ce village d'environ 250 âmes qui surplombe un des bras du Solimões se nomme Missão, mission en français. Quand on y arrive, on comprend facilement pourquoi. Au premier abord, tout est calme, comme si la vie n'avait pas ou peu cours ici. Bonjour amis français, je suis très heureux de t'accueillir ici dans ce village dont je suis le chef. Viens, on va se promener, je vais te faire visiter la communauté. J'apprendrai que mon hôte, qui répond au nom de Monato, fut élu chef de ce village une première fois en 1989. L'élection est faite au suffrage universel et dans la législation, on ne peut avoir plus de 2 mandats de 2 ans successifs. Donc, notre ami est chef de ce village depuis 89, avec tous les 4 ans une interruption de 2 ans. Tu vois, on fait aussi un peu d'artisanat. Notre village n'est pas très grand. 52 familles vivent ici, cela représente à ce jour 256 personnes. Nous vivons essentiellement de la production agricole, c'est-à-dire du manioc, du cacao, de la banane, du palmier pinot, de la châtaigne, etc. Beaucoup utilisent aussi les ressources du fleuve comme la pêche par exemple. Mais c'est essentiellement pour leur consommation personnelle. Dans ce village, il n'y a que des cultivateurs. Un petit village sympathique, mais en manque de tout. Pas d'électricité par exemple, ou très peu. Seul un groupe électrogène fournit un peu de courant de 18h à 22h. Par contre, une population qui adhère totalement aux traditions du Brésil, et en particulier le futebol. Il y aura d'ailleurs 6 matchs aujourd'hui, et tous compteront pour le championnat. Ce sont les femmes qui s'y collent en premier, et pour cause. Elles sont filles, sœurs ou mères de famille. Le futebol est ici important, mais la préparation du repas l'est tout autant. Pas de système de santé non plus dans ce village. Tout au plus un petit dispensaire qui fournit quelques médicaments de base. Beaucoup de villages en Amazonie sont déficients à ce niveau. Et c'est pour cette raison que l'État a fait construire ce somptueux bateau. Il appartient à l'armée et il transporte à son bord des médecins, dentistes et autres assistantes sociales. Il parcourt les rios et va de village en village pour pallier ses déficiences.
Il était d'ailleurs ici hier matin. Le match des filles est terminé, elles ont gagné 1-0. Il est temps de rejoindre les cuisines alors que les hommes s'apprêtent à affronter la communauté amérindienne toute proche. Le match aller fut en faveur de Missao, avec un score sans appel de 8-0. La revanche s'annonce âpre. C'est un jour spécial aujourd'hui, car nous affrontons la communauté indienne de Baré Rabat. Ce match compte pour le championnat officiel de la province. Nous avons un peu d'avance pour la prochaine sélection, mais rien n'est encore joué. « 3-0, ce sera le score final, et pour les Indiens cette fois-ci. Mais ça ne suffira pas, et Missao sera qualifié avec honneur et sous l'orage. Le lendemain, j'ai rendez-vous sur l'aéroport de Tefé, d'où je dois être acheminé par avion-taxi vers Fontiboa, une ville située à quelques 180 km en amont. Je suis pilote pour une compagnie qui se nomme Amazon Nev Taxi Aérien. J'ai effectué 3 ans d'école de pilotage à Curitiba et en parallèle, je suivais des cours de sciences aéronautiques à l'université. Ça fait 5 ans que j'ai terminé mes études et que j'exerce ce métier. L'avion-taxi est assez répandu en Amazonie. Moi, je transporte essentiellement des passagers, quelques plis urgents et parfois des marchandises. Je pilote des Piper et des AT320C. Il nous faudra environ 50 minutes de vol pour rejoindre Fontiboa. L'orage est proche et nous décollons sous la pluie. Victor m'avait expliqué que le problème essentiel de la navigation aérienne ici était la météo, que l'on ne peut prévoir qu'1 heure à l'avance. Nous atterrissons également sous la pluie, et battante celle-là. Être pilote d'avion-taxi en Amazonie exige une solide adaptation à l'inconnu. Voilà 5 ans que Victor, à peine 30 ans, défie les imprévus au-dessus d'un territoire grand comme 8 fois la France, et encore peuplé de tribus amérindiennes, parfois réfractaires à tout contact avec la civilisation. Comme je commence à le constater, la pluie est souvent de courte durée en cette saison. En descendant de l'avion, je me refuse d'entrer dans Fontiboa. Plus j'avance sur ce fleuve, et plus je souhaite m'éloigner de ces villes en constante expansion qui, par un surdéveloppement de leurs activités économiques, menacent des écosystèmes déjà fragiles. Je veux aussi rencontrer les riverains, ceux pour qui le labeur quotidien est vital. Et c'est pour toutes ces raisons que je me suis retrouvé dans un petit village d'à peine 30 âmes, sur les bords du fleuve, et très éloigné des aléas des grandes cités. Je sympathise avec Francis, un pêcheur, qui vit avec toute sa famille dans une baraque flottante.
le même type de maison que j'avais eu tout le loisir de contempler lors de mon voyage en bateau de Belém à Manaus. Au cours de ces moments d'observation, je m'étais souvent posé la question de savoir comment l'intérieur était fait. Ma curiosité sera satisfaite car Francis m'invite à pénétrer dans l'intimité de sa demeure. Et je ne suis pas déçu, bien au contraire. La simplicité du lieu a quelque chose de très touchant. Je sens que ces quelques pièces de bois respirent la vie. Simple, certes, mais avec une telle force que c'en devient attachant. Cela fait 6 ans que je pratique la pêche. C'est assez aléatoire ici. Parfois, j'arrive à prendre suffisamment de poissons, et d'autres fois, je n'en attrape qu'à peine pour payer les frais de la journée. Il n'y a plus autant de poissons qu'avant. Les ressources se sont considérablement taries. Une vie assez dure, car si Francis pêche un poisson de 6 kilos, il le vendra environ 6 € sur le marché. Mais c'est rare aujourd'hui. Et ses frais journaliers s'élèvent à 2 € en comptant l'essence. Pas toujours facile d'y arriver. Alors il exploite aussi un petit lopin de terre, celui que nous l'avons vu défricher en arrivant. En s'improvisant cultivateur, il assure le couvert de son épouse et de ses 3 enfants. En quittant Francis, je songe à faire un détour et je demande au pilote de mon bateau loué ce matin à la hâte de pénétrer à l'intérieur d'un petit bras, un de ces fameux Iguarapé. J'espère entreapercevoir l'étonnante richesse de la faune dont certains m'ont tant parlé. Essayer de surprendre un anaconda ou n'importe quel reptile qui habite les eaux et les berges de ce lieu. Un endroit magnifique qui me ramène à l'esprit et dans une certaine provocation, les propos d'un célèbre présentateur d'émissions de télévision écolo et aventurier. Je cite « Quand la nature est à ce point si généreuse, une seule chose s'impose à notre esprit, le silence. » Ce caïman, qui par crainte s'enfouit sous les eaux brunes, me ramène à la raison. Je dois repartir, car demain, j'irai chez les Indiens. Et c'est comme cela qu'au petit matin, je me suis retrouvé sur le Rio Javari pour parcourir les 400 km qui me séparent de Três José, un village Moroyana. Accompagné pour l'occasion d'Evan Deke, un capitaine de bateau baroudeur, de son assistant, d'un pisteur indien et surtout de Mowgli, un guide d'origine amérindienne. Aidé d'un moteur gonflé de plus de 260 chevaux, on file à plus de 50 km/h et on m'a annoncé que le trajet durerait 8 heures. Le Rio Javari délimite la frontière entre le Brésil à gauche et le Pérou sur la rive droite. Le plus drôle, c'est qu'au gré de la navigation, et cela se fera tout au long du parcours, on passe régulièrement d'une rive à l'autre, d'un pays à l'autre. Je m'appelle Tony, mais depuis mon enfance, on me surnomme Mowgli. Cela fait 10 ans que je travaille dans cette région sur le Rio Javari. Je suis guide et plus spécialisé dans les communautés amérindiennes. Je connais bien la culture et les traditions de toutes les communautés de la région. C'est pour cela que j'accompagne régulièrement des touristes dans les différents villages où je suis respecté pour ma connaissance des us et coutumes. Je suis d'ailleurs d'origine amérindienne, de la tribu des Mariñas, une communauté qui se trouve sur la frontière du Brésil et de la Colombie.
Mes parents étaient originaires et avaient toujours vécu dans cette tribu. Mais lors du dernier boom du caoutchouc, ils ont été obligés de fuir pour éviter, comme d'autres, d'être tués. Et c'est pour cela que je suis né à Tabatinga, la dernière grande ville brésilienne frontalière à la Colombie. Le Rio faisant des boucles, il ne sera pas rare, pour parfois gagner quelques minutes au cours de notre voyage, de prendre des raccourcis en empruntant certains canaux naturels. Seulement, ils sont en cette saison rarement empruntés, car les eaux sont encore basses et quelques mauvaises surprises peuvent surgir. J'en ai fait la triste et enrichissante expérience. D'abord, un premier arbre qui entrave le passage. Il faudra plus d'1 heure pour le découper. Mon guide se risque dans l'eau pour voir si derrière, rien d'autre ne gêne. Enfin, nous repartons, mais pas pour très longtemps. Un autre arbre, plus imposant, celui-là, est affalé en travers. On s'active à nouveau, mais sans beaucoup de conviction. Je m'impatiente et ose une première question. Est-ce que cela arrive souvent? On me répond par l'affirmative. Dans l'excès, et avec mon regard d'occidental donneur de leçons parfois, j'en ose une deuxième. Vous ne pensez pas qu'une petite tronçonneuse aurait son utilité? La réponse fuse immédiatement et de la bouche même du capitaine légèrement excédé. On a à peine de quoi bouffer. Comment veux-tu que l'on achète une tronçonneuse? Fin de non-recevoir et prise de conscience à nouveau. Il nous faut faire demi-tour. On a perdu beaucoup de temps, mais je n'oserais plus piper mot. On retrouve le Javari, mais on cherchera encore. Dans la réorganisation des terres, on m'expliquera que le village a été déplacé. Enfin, on finit par le trouver. Il est temps, car je voyais les heures passer et je craignais de débarquer dans la tribu à la nuit tombée. Non pas par peur, mais parce que je souhaitais immédiatement m'imprégner d'images de vie. Première surprise, ils sont très éloignés de la tenue vestimentaire que portait mon Amazone lors de ma vision dans la forêt. J'ai peu de temps à passer chez les Indiens Moroyana, mais je veux essayer d'appréhender, ou tout du moins d'avoir un petit aperçu de leur culture. Et la chance me sourit, car dans une des baraques du village, le chaman se prépare à officier. Mowgli s'empresse de m'expliquer que le sorcier prend la fonction de kinésithérapeute pour enlever le mal de dos dont souffre un homme de la tribu. Une activité habituelle pour le chaman, qui fait aussi fonction de médecin. Canta forte alguma coisa. Duro, duro. En observant la scène, je pense que le mal doit disparaître grâce au massage et aux incantations prodiguées. Mais en regardant de plus près, je me rends vite compte que cela ne suffit pas. Le chaman, aidé d'herbes locales, souffle sur le dos et aspire la douleur qu'il va plus loin recracher. Je ne sais pas si l'homme sera soulagé, mais les gestes et les aspirations sont répétés pendant de très longues minutes.
Mowgli m'annonce qu'un cérémonial plus traditionnel et plus important doit avoir lieu un peu plus tard dans la soirée. Le chaman doit à nouveau intervenir. Un des Indiens du village a fait appel à lui car il a perdu ses pouvoirs de chasseur et de pêcheur. En clair, il y a plusieurs jours qu'il ne tue aucun gibier et ne pêche aucun poisson. Pour ce type de cérémonie, vous prenez une victime, un chaman, un guerrier de la tribu, très bon chasseur et bon pêcheur, et un crapaud d'eau que l'on a attrapé la nuit précédente. Le guerrier est censé passer sa force aux malheureux qui s'en trouvent dépourvus. Pour ce faire, il aspire cette fameuse drogue que l'on appelle l'ayahuasca. Cette poudre hallucinogène, très prisée par les Indiens, est en fait un psychotrope extrêmement troublant et mystérieux, qui a suscité autant de débats que le peyote façon Castañeda ou le LSD façon Leary. Le chaman, lui, brûle par petits points la peau de son patient afin de faciliter la pénétration d'un liquide blanchâtre extrait du crapaud. Et c'est avec un certain effroi que j'apprendrai plus tard que ce liquide est en fait du curare, le même qui servait dans un passé pas si éloigné à enduire les pointes des flèches des sarbacanes pour chasser ou tuer les intrus. Un surprenant mystère, car la grippe les a décimés en d'autres temps, mais ces Indiens sont immunisés depuis toujours contre le curare. Pendant de très longues heures, bien après la fin du rituel, je reste pantois, interloqué et songeur. J'ai même eu beaucoup de mal à m'endormir dans le hamac de circonstance que l'on m'a installé pour l'occasion. Je n'ai qu'une hâte, celle de constater si l'ayahuasca, le curare et les incantations ont eu une efficacité. Et c'est pour cela que très tôt le matin, je me suis surpris à observer le pêcheur qui, la veille, était à l'origine de cette curieuse cérémonie. Et oui, ça marche. Après quelques coups infructueux et malgré mon incrédulité, notre homme parvient à harponner un poisson. Il est temps pour moi de repartir, de reprendre pied avec la civilisation, ou plutôt avec ma civilisation. Et je la retrouve, 400 km plus loin, dans la dernière ville du Brésil sur le fleuve, Tabatinga. J'arrive à la fin de mon voyage. Je sais que je n'irai pas plus loin. De l'autre côté, Leticia, en Colombie, brille de tous ses feux. Je reste un moment songeur devant l'Amazone. Je repense à ce voyage encore très présent, à ces 3500 km parcourus et riches en émotions. Mais ma quête est terminée.